Bonjour mes amis, si vous faites une thèse universitaire sur l'éthique de l'entreprise ou l'absence de celle-ci, il n'y a pas un cas qui a été autant documenté, qui a fait couler autant d'encre que le crash du Turkish Airlines 981. C'est l'accident le plus grave qui a jamais eu lieu en France. C'était le 3 janvier 1974, région parisienne, 346 morts en un accident absolument abominable. Alors, avant de revenir sur le crash lui-même, mérite-t-il d'être désigné par le vocable accident? Était-ce vraiment un accident? J'en suis pas complètement convaincu. Je vous laisse juger. Revenons à la genèse, avant de parler du jour, du désastre lui-même. Revenons à la genèse. Début des années 70. C'est un moment charnière, c'est une décennie charnière pour l'aviation, qui voit arriver de gros porteurs, des avions qui ont plusieurs allées en fait. Ça signifie que jusque-là, il y avait des avions hélices, il y avait quelques avions en réaction, mais toujours avec une allée unique. Et puis des sièges à gauche et à droite de cette allée. Début des années 70, on a l'arrivée de plusieurs appareils multi-allées, donc qui peuvent emporter énormément de monde. On a le Boeing 747, on a le TriStar 1011 de chez Lockheed, on a le DC-10 de McDonnell Douglas, et on a même en 1972 l'européen Airbus qui arrive avec l'Airbus A300B. Donc, la compétition est absolument féroce sur les marchés internationaux. Les constructeurs savent que celui qui n'est pas là en début 1970 ne sera plus jamais là. Et d'ailleurs, ils ont raison. Regardez, aujourd'hui, on est en 2021. Ceux qui n'étaient pas en lice à cette époque-là n'existent pas aujourd'hui. Alors, dans ce contexte, il y a McDonnell Douglas, né de la fusion entre McDonnell et Douglas en 1967, qui arrive avec son DC-10. Au départ, l'avion, il a tout pour plaire. Il a 3 réacteurs, là où le 747 en a 4, par exemple. Donc ça fait moins de maintenance, c'est moins cher à acheter, il va très loin, très confortable. Mais en même temps, il a été désigné, il a été conçu un petit peu à la va-vite. Donc, premier incident sur DC-10 qui fera partie donc de la genèse de l'accident d'Ermenonville en France, c'est en 1970. McDonnell Douglas font un test sur un DC-10, font un test de pressurisation. Les avions de ligne sont pressurisés. Pourquoi? Parce que il faut fournir aux passagers un air respirable, confortable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les avions de ligne, l'air qu'il y a dedans donc, est pressurisé pour que les gens puissent respirer normalement. Donc, quand tu es dans un avion de ligne, dehors, la pression est très faible. Par exemple, s'il vole au niveau 300, la pression est de l'ordre de 300 hectopascals. Donc, le tiers, moins que le tiers de la pression atmosphérique. Pourtant, à l'intérieur, tu respires normalement. Alors que dehors, tu ne pourrais pas. Donc, il y a ce qu'on appelle une pressurisation. Ils font un test de pressurisation au sol. Donc, l'avion est au sol, il est pressurisé, ils augmentent la pression à l'intérieur, et à un moment donné, ils entendent un grand boom. Il y a une porte, la porte arrière gauche cargo, qui est soufflée comme une cocotte minute qui explose. Et puis, quand ils vont analyser l'avion, ils voient que le plancher de l'avion est cassé et que les tubes hydrauliques pissent de l'huile partout. Dépressurisation catastrophique. Alors, il faut savoir, quand tu es dans un avion, tu es assis dans un avion, tu es sur le plancher. Mais en fait, ce plancher coupe l'avion en 2 sections. Il y a la section supérieure où sont assis les passagers, la section inférieure où il y a le fret, le cargo et tout. Chaque section a ses portes. Porte en haut pour que les passagers rentrent, porte en bas, porte cargo pour qu'on puisse charger les bagages et tout ça. Donc, sur le plancher, il y a quoi dans le plancher? Il y a beaucoup de tresses de fils électriques, il y a des câbles de timonerie, hein, c'est des câbles avec des poulies et des renvois et tout ça qui vont du cockpit, du poste de pilotage vers l'arrière et puis aussi vers les ailes qui passent donc dans le plancher. Il y en a même sur Airbus d'ailleurs. Il y en a moins que sur Boeing ou sur McDonnell Douglas. Mais par exemple sur l'Airbus A320, il y a dans le plancher de la cabine, sur la partie, on va dire, droite, hein, au niveau pratiquement du
premier siège passager sur la rangée de droite, il y a des câbles en métal qui vont du poste de pilotage jusqu'à la gouverne de direction à l'arrière. Donc c'est des câbles qu'on a dans ce plancher-là. Sur le DC-10, il y avait aussi des tubes de pression hydraulique. Alors, que s'est-il passé? Quand il y a eu cette dépressurisation de la partie qui est sous le plancher, le plancher a été aspiré. A été aspiré pendant une fraction de seconde parce que, tout simplement, la pression ne peut pas s'égaliser aussi vite. On a la pression dans la partie supérieure qui est élevée encore. La partie inférieure a été dépressurisée. Il se passe quoi? Le plancher est aspiré, il se casse. Sur DC-10, le plancher se casse et va casser avec lui les câbles qui vont vers les gouvernes qui sont à l'arrière, vers l'empennage. Et il va aussi casser le câble qui gère le moteur numéro 2, qui est à l'arrière. Et il va casser même les tuyaux de pression hydraulique. Une véritable catastrophe. Alors, le DC-10 avait 3 circuits hydrauliques, 10 redondants. Mais il n'y avait aucune redondance parce qu'ils passaient tous au même endroit. Sur la majorité de leur parcours, les tuyaux étaient l'un à côté de l'autre. Donc s'il y avait le moindre problème qui cassait un tuyau, il casserait les autres. Ok. Que fait McDonnell Douglas? Il décide de ne pas faire de foin. Ils ne veulent pas faire de foin. Parce que tout simplement le programme doit avancer. Et puis bon, cette catastrophe avec la porte, c'est quoi le risque? C'est quoi la potentialité qu'elle arrive en exploitation? Elle est quasi nulle. Donc bon, avançons. Voilà. On avance. 1972. Juin 1972, on est aux États-Unis. Le vol American Airlines 96. DC-10, il décolle. Il avait 60, 70 passagers. Il passe les 12 000 pieds et bam! Une explosion formidable retentit. Les pilotes, au départ, sont complètement aveuglés par de la poussière, par un souffle qui leur ramène de la poussière sur le visage et tout ça. Ils comprennent pas ce qui se passe. Hein. Un instant, ils ont l'impression d'avoir pris, dans le CVR, dans l'enregistreur de vol, ils ont l'impression d'avoir percuté un autre avion, en fait, tellement c'était violent. Et puis, très rapidement, ils évaluent la situation, ils réalisent quoi? L'avion a fait quoi? L'avion, il y a eu cette explosion, l'avion a piqué, il est parti à gauche, donc le palonnier gauche est parti complètement, est resté bloqué. La manette du réacteur numéro 2 est revenue complètement au ralenti. L'avion est quasiment incontrôlable. Pourtant, il y a eu ce jour-là, il y a eu un truc extraordinaire, une chance, une providence. Le capitaine qui était là, le commandant de bord, Brice McCormick, il s'était amusé dans les semaines précédemment, s'était amusé dans le simulateur de vol du DC-10, à apprendre à contrôler, à développer une technique pour contrôler le DC-10, non pas avec le manche, mais avec les réacteurs. Effectivement, si on pousse le réacteur numéro 2, celui à droite, si on le pousse, on crée une poussée différentielle, si on le pousse, lui, il va faire quoi? Il va nous envoyer l'avion vers la gauche. Si on pousse la manette du réacteur numéro 1, l'avion tournera vers la droite. Si on pousse les deux sans toucher au manche, sans compenser, sans faire quoi que ce soit, vu qu'ils sont placés bas sur l'aile, ils vont tendance à faire cabrer l'avion. Très intéressant. Il va jouer avec ça. Sans penser à mal, sans prévoir quoi que ce soit. Ce jour-là, quand ça arrive, il prend immédiatement les manettes et il commence à essayer de contrôler l'avion comme il a fait au simulateur. Miracle, il arrive à le contrôler. À peine. À plusieurs reprises, il a failli lui échapper. À plusieurs reprises, l'avion tombe comme une pierre. Mais il réussit en jouant avec les réacteurs et avec une compréhension extrêmement fine des phénomènes aérodynamiques qui arrivaient sur ce DC-10. Il réussit à le contrôler. Miracle, il pose l'avion sur la piste à Détroit, dans le Michigan. Il pose l'avion sur la piste. Au moment où il pose l'avion commence à virer pour quitter la piste, à partir vers la droite. Le copilote qui avait compris ce que faisait le capitaine prend le réacteur numéro 1 et le ramène complètement en inversion de poussée, tout en laissant au ralenti le réacteur numéro 2. Le résultat net, c'est que l'aile gauche est poussée vers l'arrière, et le résultat, c'est que l'avion revient vers le centre de la piste. Ils arrivent à l'arrêter de justesse. Avant de quitter la piste, ils ont juste un train d'atterrissage qui est un peu dans le sable. Tout le monde est sain et sauf. Extraordinaire, tout le monde est sain et sauf.
Pendant les semaines qui viennent, les enquêteurs et beaucoup de pilotes ont tenté de reproduire en simulateur la même chose, ont tenté de reproduire les mêmes contrôles que M. McCormick avait fait. Personne n'a réussi, ils ont tous écrasé l'avion en simulateur. Pour dire ce jour-là, ce qui s'est passé, c'était unique. Il y avait une providence, il y avait un dieu pour l'aviation ce jour-là. Il a protégé ces gens qui étaient dans cet avion. Ok. Maintenant, il y a un problème. C'est que McDonnell Douglas, on est en 72, ils sont en tournée séduction au Moyen-Orient parce que le marché américain était déjà saturé. Ça signifie qu'il y avait une grande fidélité des clients pour des constructeurs. Donc faire du déplacement, comme disent les ventes, était très difficile. Et donc, ils font quoi? Ils sont en Moyen-Orient, en Turquie en particulier, pour faire une opération séduction et vendre leur DC-10. Ceci tombe extrêmement mal pour eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir ne pas ébruiter la chose. Comme complice, ils ont la FAA. La FAA qui est l'équivalent de la DGAC en France. C'est l'organisme étatique donc qui veille normalement à la certification des avions, à leur exploitation dans de bonnes conditions de sécurité, et tout ça et tout ça. Ah ben, la FAA pense souvent, et ça c'est jusqu'à maintenant, la FAA garde, parce qu'un des objectifs officiels d'ailleurs de la FAA, c'est promouvoir l'économie du secteur aérien. Donc la FAA doit toujours balancer ses décisions. Et ça apporte combien en sécurité, ça apporte combien en dégâts financiers. Donc qu'est-ce qu'ils font? La FAA, le patron de la FAA discute avec le patron de McDonnell Douglas, et moyennant cela, la FAA ne va pas émettre de directive de navigabilité, une AD. Alors, les directives de navigabilité sont émises par les autorités américaines ou européennes ou d'autres autorités. C'est quand un avion a un défaut super grave qu'il faut inspecter tout de suite ou régler tout de suite. Donc, parfois, des directives urgentes peuvent aller jusqu'à obliger les opérateurs à arrêter l'exploitation momentanée de leurs avions le temps que le problème soit fixé. Donc, l'impact, et en plus les AD sont publics, elles peuvent finir dans la presse spécialisée, dans les journaux, c'est public les AD. La FAA, en discussion donc avec McDonnell Douglas, décide de ne pas émettre de directive de navigabilité alors qu'un avion américain a failli s'écraser, était de justesse. En échange, McDonnell Douglas émet un bulletin de maintenance, un bulletin de service, qui est un bulletin qui est moins contraignant, qui n'est pas publiquement visible, et informe les opérateurs de faire gaffe à la porte, et puis voilà. Chez Convair. Alors Convair, c'est qui? Convair est un fournisseur de McDonnell Douglas. C'est le fournisseur qui a fabriqué la porte, en fait. Il a fabriqué une partie du fuselage et inclut la porte. Chez Convair, il y a un ingénieur qui s'inquiète. Il s'inquiète de cette porte. Et voilà ce qu'il va dire. Il va écrire un mémo à ses supérieurs. Voici le mémo qu'on appelle le mémo de Daniel Applebaum. Il écrit la chose suivante. La sécurité fondamentale du système de verrouillage des portes cargo n'a cessé de se dégrader depuis le lancement du programme en 1968. Pourquoi elle dit cela? Parce que n'a cessé de se dégrader, parce que les ingénieurs de Convair ont conçu une porte cargo. Après, il y a McDonnell Douglas qui leur a imposé certaines modifications. C'est un client un petit peu qui donne des ordres. C'est un client qui rigole pas, un client très dur, très difficile. Après, il y a American Airlines qui veut aussi des modifications. C'est un client important. Donc, le client important a un droit de regard sur l'architecture de l'avion. Et forcément, Convair se sent un petit peu frustré parce qu'il ça leur échappe, en fait, le design. Voilà ce qu'il dit encore. L'avion a démontré une susceptibilité aux dommages catastrophiques lorsqu'il a été soumis au sol à des tests de décompression de compartiments cargo. Il parle du test de 1970, où la porte cargo a explosé comme un couvercle de cocotte minute. Comme la loi de Murphy étant ce qu'elle est, durant les 20 ans et plus qui restent au DC-10, je prévois que ceci conduira régulièrement à la perte de l'appareil. Rien de moins. Je prévois que ceci conduira régulièrement à la perte de l'appareil. Quand il fait remonter ce mémo vers ses supérieurs disent juste ne parle pas. Pourquoi? Parce que
McDonnell Douglas avait la réputation d'être un client difficile. Convair n'avait pas envie d'aller vers leur client et lui dire, écoutez, on est désolé, on vous a fabriqué une porte très dangereuse, on aimerait que vous la changiez, y compris sur les avions en exploitation. McDonnell Douglas l'aurait pris extrêmement mal. Même, parce qu'il y avait eu un cas précédent sur autre chose, aurait pu les forcer à payer. Aurait pu les forcer à dire, écoutez, vous êtes malin, vous voulez qu'on change la porte? D'accord, on la change. On va demander à plein d'exploitants de poser leur avion le temps qu'on leur envoie une nouvelle porte. Par contre, c'est vous qui payez les dégâts. D'accord? C'est vous qui payez les pertes d'exploitation. Ça, c'était très embêtant pour Convair. Donc, Convair n'ont pas envie d'ébruiter les choses plus que cela. Il y a aussi autre chose qu'ont dit les dirigeants de Convair pour se dédouaner. Ils ont dit un truc. Oui, mais il n'y avait rien dans ce mémo qui était nouveau. Il n'y avait rien qui n'était pas su par McDonnell Douglas. Oui, McDonnell Douglas savait que la porte risquait d'exploser. Oui, il savait que ça risquait de faire écraser l'avion. Donc ça sert à quoi d'aller le lui dire encore? Okay. À ce moment-là, il n'y a rien qui est fait. Strictement rien qui est fait. Alors, dimanche 3 mars 1974, il y a un vol Turkish Airlines 981 qui doit relier Ankara à Londres, Heathrow, en s'arrêtant, faisant une escale commerciale à Paris. Donc, l'avion atterrit à Orly vers 10h du matin. Il est immédiatement pris en charge, personnel au sol, il y a des gendarmes du transport aérien qui sont là, il y a Shell qui arrive pour mettre 10 tonnes de carburant. Les services de Turkish demandent au pilote, demandent au commandant de bord de retarder son départ de 30 minutes parce qu'ils avaient des escales, des avions qui arrivaient. Il fallait les attendre pour qu'ils puissent prendre des passagers pour Londres. Ok. Cela fait que, au moment où ils sont prêts à fermer les portes, il y a 346 personnes dans l'avion. L'avion est blindé, plein. Au niveau des services des bagages et tout ça, il y a un manutentionnaire, c'est un Algérien. C'est un Algérien, je dis pas son nom, il a le droit à l'oubli. C'est un Algérien qui ferme la porte cargo. Donc il va appuyer sur une plateforme, il va appuyer sur un bouton, il y a un moteur électrique qui ferme la porte cargo. Et après, il a un poignet qu'il doit abaisser. C'est cette poignée qui était mal conçue. C'est cette poignée plus le système derrière. Quand il tente de la baisser, elle est lourde. Il va faire quoi? Il va presser plus fort. Dans le cas de l'American Airlines 96, le manutentionnaire qui avait fermé la porte avait exercé une force équivalente à 25 kg. Donc c'est une force élevée, c'est une force anormale, mais elle n'est pas au-delà des capacités d'un humain normal. À l'époque, le NTSB, le service d'enquête accident américain, avait demandé à McDonnell Douglas de fabriquer une porte avec un mécanisme qui fait qu'il soit impossible, physiquement impossible de la fermer par de la force humaine en cassant le mécanisme à l'intérieur. D'ailleurs, Boeing leur avait envoyé, parce que quand il s'agit de sécurité, les constructeurs aériens sont pas très cachotiers les uns vers les autres. Donc si par exemple un constructeur aérien téléphone à un autre en lui disant, même à un concurrent, comment vous faites pour sécuriser une porte cargo ou un hublot de cockpit ou autre, les autres n'ont aucun problème à partager leurs données. Boeing avait expliqué à McDonnell Douglas comment fabriquer un système qui se tienne. Mais le problème, c'était une question d'argent, c'est une question de réputation, c'était une question de ne pas sortir des AD alors qu'on est en plein opération séduction. Ok. Donc, ce gars force et finit par fermer la porte. Ce faisant, il fait quoi? Il va complètement défoncer le système à l'intérieur de la porte parce qu'il y a un système de biellettes, et de renvoi qui fait que il va pousser le système. Donc il y a une sorte d'axe de métal qui est donc sur la carlingue de l'avion, et puis la porte se ferme de haut en bas. En haut de la porte, il y a la charnière, et quand elle arrive tout en bas, il y a des sortes de crochets, n'est-ce pas, qui viendront, quand le gars tourne la manette dehors, il y a des crochets qui viendront comme ça prendre en charge, donc rentrer dans un axe pour verrouiller la porte et la maintenir en position verrouillée.
Les crochets se ferment partiellement. Donc la porte a l'air fermée, mais en fait elle n'a pas la résistance nominale qui doit être la sienne. L'avion est autorisé à décoller, il s'aligne sur la piste, décolle vers l'est, commence à monter, tourne vers le nord et arrivé à 12 000 pieds, il y a la porte arrière gauche cargo qui est soufflée comme un couvercle de cocotte minute. C'est déjà arrivé 2 fois. Alors là, c'est la 3e fois que ça arrive. La porte est soufflée. Le plancher fait quoi? Il se casse. On le sait maintenant, ça devient répétitif. Le plancher se casse, s'affaisse, mais cette fois-ci, contrairement à l'avion de test en 1970 qui était vide, contrairement à l'avion d'American Airlines 96, vol 96, qui était relativement vide, je crois qu'il avait 70 passagers à peu près. Là, le Turkish Airlines est plein. Le plancher est donc chargé par des gens qui sont assis. Il se casse. Donc, il s'affaisse, il se casse. Il y a un morceau de plancher qui est soufflé, qui est jeté dehors. Sur ce morceau de plancher, il y a 6 sièges passagers. Il y a 6 passagers qui sont éjectés de l'avion et qui vont tomber avec leur siège attachés et qui vont finir, qui vont mourir une fois qu'ils tombent par terre dans un champ. Donc, c'est le seul corps qu'on a retrouvé intact. Enfin, intact. Après l'impact avec le sol. Mais nous, pas savoir que c'est cadavre, c'est moisson de avions, c'est la chaise, qu'est-ce que c'est? Bon, le monsieur Aboua, il regarde tout bien. Après, le deuxième, c'est 2 bonhommes, et pour la figure, c'est 2 japonais. Et après, il avait une chaise, non, et l'avion, il est tombé là, et après, juste là, on avait la mat, les arbres. Plus tard, l'avion donc va vers la gauche. Le palonnier gauche s'enfonce, forcément, on le sait. Que fait la manette du réacteur numéro 2? La manette du réacteur numéro 2, vous le savez maintenant, bam, elle revient vers 0. Et l'avion pique. Le contrôleur aérien voit, sur son radar, il voit l'avion se dédoubler. Hein, ce qui est mauvais signe. Hein, ça correspond à la perte donc, de la porte et tout ça. Il voit l'avion se dédoubler. En même temps, il entend à la radio un message, il va recevoir de nombreux messages qui vont durer assez longtemps, mais il n'arrivera pas à les interpréter. C'est un mélange d'anglais, de turc, avec des bruits derrière, des bruits assourdissants, des alarmes, tout ça. L'avion est en train de tomber. L'avion est en train de tomber. Il va mettre 77 secondes à toucher le sol. Alors, il tombera dans la forêt d'Ermenonville. Au moment de l'impact avec les premiers arbres, il avait une vitesse d'à peu près 800 km/h. Il était incliné 17 degrés à gauche. Et il était en pente. La pente qu'il faisait était de 4 degrés seulement. Hein. Une approche normale est de 3 degrés. Là, il était à 4 degrés. En fait, les réacteurs étaient au ralenti. Alors, juste pour vous dire, le mouvement qu'il était en train d'entamer, imaginons qu'il était un peu plus haut. Imaginons qu'il avait encore plus de distance vers le sol. Ce qu'il aurait probablement fait, un peu plus tard, il aurait commencé à remonter. Il aurait remonté, puis après, il serait redescendu, il aurait remonté. Ce qu'on appelle le mouvement fugoïde. Le mouvement fugoïde, on va le retrouver. Il y a très peu de documentation à son sujet, sur YouTube en particulier, et j'ai vu 2-3 vidéos. Il y a une vidéo qui le démontre, mais sur une faible amplitude, mais il peut arriver sur une très grande amplitude. C'est un mouvement qui se fait à incidence constante. Et en fait, l'avion fait quoi? L'avion pique, l'avion perturbé dans sa position, va piquer, prendre de la vitesse, et puis au fur et à mesure qu'il prend de la vitesse, il va commencer à aplatir sa trajectoire, et au bout d'un moment, il va commencer à monter. Puis il monte, il va ralentir, et après, au fur et à mesure qu'il ralentit, il va piquer, et puis le mouvement reprend. Ça, c'est le premier cycle que je viens de décrire, et il y aura plusieurs cycles de la manière suivante, de la manière que j'ai décrite. Je disais que il y a eu un autre cas avec un C-5 Galaxy au Vietnam, où il y avait le pilote qui avait anticipé ce mouvement fugoïde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où l'avion a été le plus bas de la courbe, il a pris les manettes des gaz et il les a poussées à fond. Il a brisé le cycle du mouvement fugoïde, et le résultat net, c'est que le taux de descente de l'avion s'est ralenti énormément, et en fait, il a touché le sol à ce moment-là. Il y avait à peu près 300 personnes dans l'avion, la moitié a été sauvée. Et l'autre moitié sont morts. Mais juste pour vous dire que des fois, il y a ces manœuvres qu'on va retrouver dans certaines
accidents où des pilotes tentent des choses impossibles et que ça marche complètement ou partiellement. Là, le Turkish Airlines, les réacteurs ont été mis au ralenti au début donc de la dépressurisation et n'ont jamais été, sont restés au ralenti jusqu'à l'impact. Je dis pas que s'ils avaient été poussés, ça aurait sauvé l'avion. Probablement, ça aurait pu envoyer l'avion vers le haut et puis probablement il serait reparti vers le bas plus tard et ainsi de suite et probablement il serait écrasé peut-être 10 minutes plus tard ou un quart d'heure plus tard. Mais la fin de cet avion-là était de toute façon, l'avion était foutu de toute façon. Donc, il arrive sur la forêt, il touche les arbres, 2 secondes plus tard, commence à toucher les arbres, 2 secondes plus tard, il touche le sol, et là il se désintègre. Les 346 personnes, enfin les 340 on va dire, parce que 6 ont été perdus en vol, ont été retrouvés en 20 000 morceaux. Ça fait à peu près 60 morceaux par personne, juste pour vous situer la violence du choc. J'ai parlé à quelqu'un qui avait été dans cette forêt-là, parmi les secouristes. Il m'a dit que les arbres, il y avait des restes humains dans les arbres. Il fallait escalader les arbres pour retirer les restes humains. Vous voyez ce que je veux dire? L'avion s'est pulvérisé. On trouvait aux mêmes endroits, on trouvait des parties de l'avion qui appartenaient à l'avant et à l'arrière. Ce qui montre que l'avion s'est pulvérisé en fait. C'est pas toujours net. Ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ça c'est le centre. Des fois il y avait un mélange d'éléments venant de plusieurs parties de l'avion. Alors bien sûr, après cet accident, on a trouvé la porte. Les Français, les enquêteurs français ont trouvé la porte dans un champ fraîchement labouré. Ils l'ont trouvé avec les 6 passagers qui avaient été éjectés. Ils ont pu l'analyser. Non seulement elle était défectueuse, mais elle avait été bricolée. Il y avait un bricolage qui avait été tenté dessus. Il y avait un bout de métal qui n'avait rien à faire là-dedans. Il y avait un trou à la perceuse, tout ça, qui n'avait ni empiré ni amélioré les choses. Par la suite, bien sûr, McDonnell Douglas n'avait pas le choix. Il a dû changer le design de la porte, sur tous les avions. Et le DC-10 a repris du service, mais c'était plus déjà le même avion. Les gens avaient peur de cet avion. 4% des DC-10 jamais construits ont fini en crash, juste pour vous dire. Donc c'est un avion dangereux. Et il y a eu d'autres accidents de DC-10, je vous en parlerai plus tard. Et voilà, quand la FAA a publié une AD après ce crash, a publié une directive de navigabilité après ce crash, Termenonville, vous savez quoi? Il n'y avait rien de nouveau dedans. Il n'y avait rien de nouveau. Parce que tout ce qui a été publié dans cette AD avait été déjà publié par des bulletins de service. C'est juste cette fois-ci, ça les rendait obligatoires. Et donc, cet accident, qui était 100% évitable, a emporté 346 personnes. Je ne pense pas, quant à moi, que c'est seulement Convair, ou c'est seulement McDonnell Douglas, ou autre, qui ont manqué d'éthique. Je pense que les corporates, par nature, n'ont pas d'éthique. Je pense que c'est des personnes morales, mais qui n'ont pas d'âme, et qu'elles sont capables de sortir des monstres, de toute manière. D'ailleurs, regardez que plus proche de nous, on a eu le Boeing 737 MAX qui est écrasé, problème de conception, qui nous rappelle que Boeing a fusionné avec McDonnell Douglas à une époque. On va retrouver un petit peu l'esprit. On a eu un Airbus A330 qui s'est écrasé, aussi problème de conception, même s'il était un petit peu plus difficile à spotter, même s'il n'a pas... Il avait donné un petit peu des alertes auparavant. Mais en fait, on va rarement trouver un accident unique. On va toujours trouver des signes avant-coureurs qui sont pas pris au sérieux, auxquels on ne donne pas l'importance qui est la leur. Donc voilà. La justice n'est jamais arrivée à trancher qui était responsable, parce que Turkish Airlines et McDonnell Douglas, les deux étaient assurés par un système de réassurance chez la même assurance, qui était la Lloyd's de Londres, qui assure presque tout ce qui bouge sur cette terre. La Lloyd's Assurance, sachant que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre qui est responsable, elle finira par payer. Donc, elle l'a payé. Et puis, l'affaire n'a pas été plus loin. Voilà, mes amis. Donc, je vous laisse. Et puis,
pour moi, ce n'était pas, bien sûr, c'était pas un accident. C'est quelque chose qui aurait pu être évité, mais elle n'a pas été évitée. Question subsidiaire que vous pouvez poser, c'est oui, mais pour les ventes et tout ça, c'est pas bien un crash. Les ventes n'ont rien à gagner. Hein, quand il y a un crash et que ça sort dans les médias et que c'est en première page et tout ça, ça va rendre difficile la vente de l'avion. Donc s'ils réfléchissent même sur le plan pécunier, ils avaient intérêt à régler le problème de la porte. Oui et non. Si vous voyez comment les ventes fonctionnent dans les compagnies, ça fonctionne par des équipes qui travaillent de trimestre en trimestre. Chaque trimestre a un objectif et il faut boucler pour le trimestre. Et les gens qui travaillent dans les ventes, hein, où qu'ils soient, changent très rapidement. Hein. Aujourd'hui, ils travaillent pour une compagnie, demain ils sont pour le concurrent, demain ils vendent des moteurs d'avion, demain ils vendent des lumières d'aéroport, etc. Ils changent. Donc, si on est dans une boîte qui veut faire de l'argent, où il y a des teams là qui veulent faire de l'argent vite, ce qui les intéresse, c'est le trimestre. Alors, s'ils peuvent mettre un problème en sourdine maintenant, ça leur permettra d'atteindre leur objectif maintenant, d'avoir leur bonus maintenant. Et qu'après, dans 18 mois, dans 2 ans, 5 ans, il y a un truc qui se passe. Bon, ils seront pas là, eux, hein, d'ici là. Puis quelqu'un d'autre héritera du problème et le réglera, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça. À bientôt, mes amis.